Très bien. Alors, nous allons débuter ce Startup Pulse Online. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parcourir pendant environ un peu moins d'une heure les aspects essentiels de la distribution à l'ère de la transition digitale avec Thomas Bayo. Peut-être une rapide présentation de IFJ et de l'écosystème entrepreneurial que nous représentons. Donc, IFJ est une organisation qui soutient les entrepreneurs au développement. Excusez-moi, il y a des gens. Donc, IFG est une organisation qui soutient le développement d'entrepreneurs par le biais de nos différents services, de nos différentes prestations, notamment par le biais de notre portail de création d'entreprises en ligne. Nous avons aussi une société sœur qui s'appelle Venture Lab, qui est une société qui accompagne des startups high-tech dans tous les domaines. Et finalement, nous avons aussi un programme de soutien aux jeunes projets entrepreneuriaux qui s'appelle Venture Kick, qui est une plateforme, une compétition qui permet de remporter jusqu'à 150 000 francs. Donc, c'est 3 étapes. Une première étape pour pouvoir être sélectionné, c'est de se présenter et avoir un lien académique et être dans le milieu des startups high-tech. Si vous êtes sélectionné, vous remporterez 10 000 francs. Ensuite, c'est une deuxième étape. Si vous la gagnez, ce sera 40 000 francs sous la forme d'un prêt convertible. Et finalement, si vous arrivez à la troisième étape et que vous gagnez, ça sera aussi 100 000 francs sous la forme de prêt convertible. Pour 2020, il y a 5 millions à disposition pour 80 projets. Et de ces 80, 20 recevront 20 000 francs, 150 000 francs supplémentaires pour un programme qui s'appelle InnoBooster. Enfin, nous avons été aussi commissionnés par la Confédération dans le cadre du projet InnoSuisse, qui est la commission d'innovation et de la technologie de la Confédération suisse. Et donc, dans ce cadre-là, vous pouvez postuler et avoir accès à des formations, si vous êtes sélectionné, de l'équivalent de 4 000 francs, qui vous permettent d'accéder à des coachs professionnels dans le MedTech, Biotech, Advanced Engineering et ICT. Dans les missions d'IFJ, une des premières missions que nous avons, bien sûr, c'est d'informer les futurs entrepreneurs sur la création d'entreprises. C'est comment se former à cette nouvelle aventure. Donc, vous pouvez le faire par le biais de nos cours de création d'entreprise, mais aussi de l'ensemble des documents qu'on vous met à disposition, que ce soit des checklists ou des liens pour pouvoir vous aider à développer vos compétences. Nous avons aussi lancé cette semaine notre nouvelle plateforme de vidéo afin de séquencer cette connaissance pour vous aider à vous lancer en tant qu'entrepreneur. Enfin, bien sûr, c'est notre portail de création d'entreprise gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire gratuit? C'est-à-dire que les frais juridiques de notaire et de juriste vous seront offerts si vous faites une collaboration avec PostFinance et Swisscom. Si vous ne le faites pas, ça sera l'équivalent de 500 francs, sans compter bien sûr les frais du registre du commerce. Dès le moment où vous prenez part en fait à notre écosystème, vous aurez aussi l'avantage de bénéficier de 5 000 francs d'offres promotionnelles par le biais de l'ensemble des partenariats que nous avons conclus. Et donc, nous allons vous accompagner dans l'ensemble des démarches nécessaires à la création de votre entreprise, c'est-à-dire de l'établissement des documents à la demande auprès du registre du commerce. Enfin, bien sûr, après, vous avez créé votre entité juridique et c'est de vous accompagner aussi dans ces différentes étapes. Et donc là, c'est la mise à disposition aussi de cours. Cours, par exemple, d'introduction à Bexio, qui est notre partenaire de logiciel de comptabilité, des cours d'introduction à la comptabilité que nous réalisons avec Massard ici en Suisse romande, mais c'est aussi la mise à disposition d'autres types de cours, marketing et vente, un peu plus présents sur la Suisse alémanique, et bien sûr un accompagnement juridique. Par exemple, si vous devriez être amené à modifier les statuts, l'adresse ou par exemple la raison sociale de votre entreprise. Mais bien sûr, développer, c'est aussi vous mettre en contact avec des entrepreneurs qui se sont lancés, qui ont eu du succès. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on rencontre Thomas Bayo, qui a lancé son concept de montre, hein, je dis bien concept de montre, uniquement sur LinkedIn. Et donc, il partagera aujourd'hui son expérience avec vous. Donc, je suis très heureux de
de présenter Thomas, avec qui j'ai fait connaissance. On ne se connaissait pas très bien il y a quelques temps, mais on partageait beaucoup d'idées similaires. Et donc, je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Merci Thomas. Merci à toi pour l'introduction. C'est vraiment très, très sympa. Merci aussi évidemment à FG de m'avoir fait venir sur cette plateforme. On est toujours plus intelligent après, hein. C'est vrai que quand je regarde tout ce que tu proposes sur la plateforme, je me dis que finalement, ça aurait été intéressant peut-être de le savoir un petit peu plus tôt, hein. Donc, en l'occurrence, là, les 34 personnes qui nous ont reçus, s'ils ne connaissaient pas, maintenant savent un tout petit peu tout ce que vous avez offert. Effectivement, moi, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler la face nord d'un projet, c'est-à-dire j'ai fait la voie un peu plus difficile ou quasiment la voie impossible dans une mise en œuvre, en fait, dans un espèce de laboratoire qui m'a permis de tester des idées. Donc, je voulais d'abord commencer évidemment par remercier toi, Douglas et IFG, et surtout vous, les 34 personnes qui, très sollicitées, hein, c'est on a tous vu dans cette période de confinement que les webinaires pleuvaient en corde. Donc, merci de dédier cette heure, de l'intérêt aussi pour m'écouter et pour partager justement cette expérience que j'ai faite dans l'horlogerie, mais en fait, qui est simplement, je dois dire que mon expression principale préférée, ça ne part pas forcément de moi, mais c'est quand le sage pointe les étoiles, l'imbécile regarde le doigt. Alors, je ne traite personne d'imbécile et je ne me traite pas de sage. Par contre, je pense que ce qui est vraiment important derrière ce que j'ai fait comme expérience, c'est certainement l'objet, la montre que j'ai produit, mais c'est principalement pourquoi je l'ai fait et ce que ça a permis de mettre en avant. Et pourquoi je l'ai fait, je dois vous dire, c'est quelque chose qui me meut et qui malheureusement me réveille tous les matins à 5 heures du matin. Je vous rassure, je me couche assez tôt, donc j'ai quand même mes heures de sommeil. Mais c'est un petit peu malgré moi que je me réveille à 5 heures du matin. Vous savez, il y a toujours ce petit moment où d'un coup on se réveille en deux rêves et puis on peut redormir encore une heure ou deux. Et malheureusement, paf, quand je me réveille, tout de suite mon cerveau se met en marche et commence de jouer au Lego. Je vais vous expliquer ce que j'entends par Lego, mais c'est quelque chose qui malheureusement me tient réveillé dès 5 heures du matin pour une raison bien précise, c'est que on vit une période qui est absolument passionnante. Alors évidemment pleine de défis, mais c'est une période extrêmement féconde. Et pour moi, en temps de crise, évidemment, il y a ceux qui pleurent et il y a ceux qui vendent des mouchoirs. Je pense qu'il y a toujours des opportunités dans ce qui est en train de se passer. Et si finalement la crise qu'on vit actuellement est un révélateur, une espèce de fast-forward de quelque chose qui couvait, évidemment, ça précipite les choses. On va y revenir. Mais ça ne veut pas dire que ça fait depuis le mois de février ou mars que je me lève à 5 heures du matin. Ça fait depuis environ 3 ans, principalement quasiment le jour où j'ai lu un article dans un journal, dans un magazine, qui parlait de la 4e révolution industrielle. Quel est le rapport? Les 3 premières révolutions industrielles, que sont la vapeur, l'électricité et ensuite l'informatique, ont été des révolutions finalement qui étaient majeures et surtout qui ont à un moment été un pivot, c'est-à-dire il y a eu une invention technique, technologique qui a créé un avant et un après et qui a tout changé. Il y a quelqu'un à un moment qui a pressé sur un bouton, il y a une ampoule qui s'est allumée, l'électricité était là et finalement avec ça, on a pu développer énormément de choses comme la vapeur, permis l'industrialisation, les contacts, les téléphones, le télégraphe, etc., etc. Donc, ces 3 premières révolutions, en fait, ont vraiment permis à ceux qui les ont adoptées d'avoir un avantage concurrentiel majeur qui leur ont permis d'aller beaucoup plus vite. Le but, pour moi, n'est pas d'élaborer là-dessus, mais de comprendre justement qu'est-ce qu'il y a de différent et qu'est-ce qui me réveille tous les jours à 5 heures du matin dans la 4e révolution industrielle. La 4e révolution industrielle, de ce que j'en ai compris, s'appuie en fait non pas sur des nouveautés, mais sur la mise en relation, la mise en commun de choses existantes. Et c'est réellement ça qui, quelque part, est très, très excitant, c'est que on a, durant l'histoire, découvert des nouvelles lettres. À un moment, on a découvert le W et on a pu écrire wagon. Avant, on aurait fait agon. Donc, avec le W, on a pu écrire un nouveau mot. Aujourd'hui, je considère qu'on a toutes les lettres sur la table. On a les 26 lettres. Et en fait, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, le succès vient de l'ordonnancement, c'est-à-dire dans quel sens
on va pouvoir mettre ces lettres ensemble pour écrire le mot succès. Et on a justement à disposition dans cette quatrième révolution industrielle des choses qui en général se résument en 2 ou en 3 mots. Ça veut dire 5G, ça veut dire AR, réalité augmentée, réalité virtuelle, VR, etc., etc. Donc, pas mal de choses qui, justement, de manière technique, technologique, se parlent entre elles, puisque c'est des 0 et des 1. Et en fait, la mise en relation et la mise en commun de tout ça permet justement de créer des nouveaux cocktails. Et quand je vous parlais quelque part de jouer au Lego dans ma tête, c'est-à-dire j'essaye vraiment de comprendre en fait quelles sont toutes les choses à disposition aujourd'hui pour pouvoir écrire le mot succès, pour pouvoir faire le nouveau mot succès. Je vais vous donner un exemple pour illustrer un tout petit peu mieux ce que j'entends par là. Il y a un jour quelqu'un, un Suédois, qui s'est dit, tiens, c'est quand même pas mal. Alors, c'était il y a quelques années, donc ce n'est pas le même téléphone, mais qui se dit, quand même, c'est quand même intéressant, on a maintenant des téléphones et derrière, il y a un appareil photo. Ces téléphones-là, quelque part, nous permettent d'interagir directement, c'est un device, hein, et nous permettent surtout d'être connectés. À l'époque, c'était la 3G, ça allait déjà assez vite. Donc, on pouvait surfer sur Internet et il y a un réseau social qui s'est développé qui s'appelait Facebook, qui permettait aux gens, et Instagram, qui permettait en fait aux gens, grâce à un appareil photo de leur téléphone connecté à un réseau social, de se prendre en photo et, à travers le réseau social, d'avoir peut-être 300 000 followers qui allaient voir la photo, qui allaient les suivre. Et il y a quelqu'un en Suède qui s'est dit, quand même, pourquoi pas envoyer à cette personne qui a 300 000 followers ma montre, qui s'appelle Daniel Wellington, qui a un coût de fabrication d'environ 12 euros, 12-15 francs à la louche. Donc, en envoyant plus frais de port, avec comptant 15 euros, une montre à cette personne, elle aura l'impression de recevoir quelque chose qui vaut 189 euros. À l'époque, ça ne se faisait pas encore, donc c'était quelque chose de très apprécié. Cette personne, pour remercier ou parce qu'elle est contente, va se prendre en photo, diffuser la photo auprès de 300 000 personnes. Divisez 15 par 300 000, vous obtenez 0,00015 ou quelque chose comme ça. Moi qui ai travaillé au début de ma carrière chez Publicitas, Feu Publicitas, je peux vous dire que les tarifs par personne ou par vue, évidemment, nous auraient fait pâlir, à l'époque où j'ai travaillé il y a environ 20 ans, nous auraient fait pâlir de jalousie, puisque une pleine page dans, disons, le matin, parce que justement le matin, elle n'est plus publiée en version papier, et Publicitas d'ailleurs a coulé, permettait justement d'obtenir des économies d'échelle via Facebook qui sont absolument phénoménales. Et de facto, Daniel Wellington a créé, popularisé ce qu'on appelle le marketing d'influence, les influenceurs, etc., etc. Et ça leur a permis quand même, bon an, mal an, en quelques années, ça a été assez fulgurant de monter à 200, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires dans une progression qui était quand même assez fulgurante. Donc, on voit que finalement, quand on arrive à trouver les bonnes solutions, les bonnes formules, on se dit, tiens, appareil photo, téléphone portable, réseaux sociaux, on connecte tout ça, on arrive à trouver de nouvelles choses. Et c'est vraiment ça qui m'occupe, puisque mon background, en fait, l'origine que j'ai, après avoir fait mon expérience chez Feu Publicitas, qui en parenthèse montre ce qui se passe quand dans une industrie on rate le tournant digital, j'ai commencé dans l'horlogerie. Et puis j'ai fait ma carrière à l'international environ pendant 15 ans dans les avions. Alors je dois l'avouer, malheureusement, un bilan carbone assez catastrophique parce que je passais environ 5 à 6 mois de ma vie par an dans les avions aux 4 coins du monde, à Moscou, en Iran, au Chili, la semaine d'après, etc. Bref, j'ai réussi pendant 15 ans d'avoir vraiment une image complète du monde et surtout de la distribution, puisque j'ai fait à peu près toutes les postures de la distribution qu'on pouvait faire, du wholesale, de la liquidation, même si on sait que personne n'en fait évidemment, du corporate business, du military business, gérer des filiales, etc., etc. Et tout ça m'a permis d'avoir une espèce d'instantané sur comment vendre des montres dans le monde entier, comment est-ce que les marques horlogères dans différents segments de prix commercialisaient leurs montres. Et pour vous la faire courte, la conclusion à laquelle je suis arrivé, on va dire la dernière étape en tant qu'employé il y a 3 ans, j'étais vice-président d'une petite marque horlogère, c'était de me dire finalement, tout ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça ne marche plus tellement.
Donc, il y a un problème. J'arrive encore pas vraiment à mettre une étiquette sur ce problème-là, mais très clairement, je sentais que finalement, il y avait quand même quelque chose qui avait changé et que les choses devenaient de plus en plus compliquées. Et puis, je me suis mis en indépendant et j'étais manger avec un ami et un jour, sur le coin d'une table, en mangeant un bien, avec lui d'ailleurs, j'essaie de lui expliquer pourquoi, à mon avis, les choses allaient changer. Et pour pouvoir faire cet exercice, et je vous dis déjà, ce que je vais vous présenter, en fait, je ne suis pas spécialement intelligent, c'est juste que je sais lire une équation. Et je suis quelqu'un de très réaliste qui me permet en fait de voir en fait les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait forcément nous les dépeindre. La réalité est la suivante et je vais vous demander, peut-être ça nous permettra de faire un prochain exercice par rapport au chat, puisque les questions viendront à la fin de ma petite présentation. Je vais peut-être vous demander dans le chat de me dire en un mot ce qui est important pour vous. Écrivez-moi juste en un mot, faites-moi ce plaisir, dites-moi simplement dans le chat, en un mot, famille, argent, santé, etc. Qu'est-ce qui pour vous compte vraiment? Vraiment, qu'est-ce qui est important? La liberté, Samuel, merci. Qui d'autre se lance? La confiance, la stimulation, Patrick, tout à fait. L'équilibre, absolument. Inspirer des gens, c'est bien, on a l'intégrité, l'évolution, parfait. Des valeurs, absolument, le bien-être, la famille, l'amour, etc. L'honnêteté, totalement. Ok, je crois qu'on on en a pas mal. Faites une pause et maintenant, je vais vous demander de faire un exercice. Évidemment, je ne suis pas à côté de vous pour vérifier, mais vous allez tout de suite comprendre. Je vais vous reposer la question de qu'est-ce qui est réellement important pour vous, mais on va faire une petite variante. Vous allez simplement arrêter de respirer. Vous allez retenir votre respiration. Et je vais vous reposer la question, qu'est-ce qui réellement est important pour vous? Les 15 premières secondes, vous allez trouver ça un tout petit peu drôle. Au bout de 30 secondes, c'est un petit peu pesant. Au bout de 45 secondes, ça deviendra carrément lourd. Au bout d'une minute, effectivement, la seule chose, merci Diana, Nathalie et Hélène, la seule chose à laquelle vous allez penser au bout d'une minute, c'est respirer. Parce que si on continue, et là, Malavika, vous avez totalement raison, ce que vous allez perdre, c'est la vie. Dans une minute et demie, on se retrouve tous pour l'éternité, et pas juste pour une heure en webinaire, on se retrouve tous au paradis. De l'air, respirer, c'est ce qui est important pour vous. Maintenant, vous êtes des personnes physiques. Je vous repose la question en tant que personne morale. Vous avez tous un travail, et je vous pose la question pour l'entreprise, la vôtre, si vous en avez une, et celle pour laquelle vous travaillez si vous êtes employé, qu'est-ce qui est important pour l'entreprise, pour une personne morale? Alors, dans l'horlogerie, les réponses que je reçois en général, c'est la précision, bien sûr, l'honnêteté, le respect, le consommateur, etc., etc., etc. Et en fait, je peux vous garantir que si vous leur coupez les liquidités, c'est à peu près comme un client, comme un pilote d'avion en plein vol, vous lui coupez le kérosène et vous lui posez la question, qu'est-ce qui est important pour lui? Si vous coupez le kérosène à un avion, il va se passer une seule chose, c'est qu'il va s'écraser. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il va bien ou pas bien s'écraser, est-ce qu'on va réussir à sauver des vies ou pas, mais l'avion va s'écraser. Et c'est exactement la même chose pour une entreprise. Une entreprise ne vit et ne subsiste et continue d'exister que parce qu'elle fait du cash, le profit. Point. Tout le reste, c'est bien quand on en a. Le mécénat, tout ça, c'est bien quand on a du cash. Quand on n'a pas de cash, alors il peut voler, hein, bien sûr, et l'entreprise peut, on l'a tous vu là pendant ces 2 mois, plus ou moins essayer de traverser. On fait un petit vol plané, c'est-à-dire on ne va pas tomber à la verticale. On va planer un petit moment, mais par contre, effectivement, comme une entreprise qui a plus ou moins de liquidité, ça dépend à quelle hauteur on va plus ou moins planer, mais un jour, malheureusement, on va s'écraser. Ok, donc j'aimerais valider avec vous le fait qu'une entreprise ne doit son existence qu'au fait qu'elle génère du profit. Et je pense que c'est vraiment très, très important parce que finalement, on va comprendre qu'est-ce qui anime fondamentalement, qu'est-ce qui intéresse fondamentalement une entreprise. Et d'autant plus dans l'horlogerie, industrie que j'adore particulièrement,
on a quand même affaire beaucoup à des groupes financiers, cotés en bourse. Les grands groupes sont cotés en bourse et les entreprises ont quand même tous des comptables et des financiers, c'est tous frottés, qui sont quand même, qui ont quand même voix au chapitre. Pourquoi? Parce que c'est comme la gorge, ça permet de respirer. Très bien. Donc, une fois qu'on a validé ça, ce que justement j'ai gribouillé sur un petit bout de papier avec cet ami, c'était finalement l'équation du profit. Si le profit, c'est ce que les entreprises recherchent, qu'est-ce que c'est le profit? Et là, je dois vous dire un tout petit tacle amical. Merci Douglas Marmion. Un tout petit tacle amical. Je pose souvent la question quand j'interagis avec des journalistes sur l'équation du profit. Et je me rends compte que souvent, les journalistes sont assez empruntés, puisque du tac au tac, ils ne savent pas exactement me répondre c'est quoi l'équation du profit. L'équation du profit est absolument simple. C'est deux paramètres qu'il faut optimiser. C'est les deux seuls paramètres avec lesquels peuvent jouer les entreprises horlogères, puisqu'on parle de biens. C'est la quantité fois la marge. Combien vous vendez de montres et comment vous vendez les montres, c'est-à-dire combien vous gagnez sur chaque montre. Ça, c'est les deux choses finalement qu'il faut optimiser. La quantité fois la marge. Et pourquoi j'expliquais à cet ami qu'à mon avis, les choses étaient en train de changer? Parce qu'on voyait déjà un lent déclin des quantités. Entre 2011 et 2018, sur une période de 7 ans, on a perdu 6 millions de pièces, quand même. Quand on en faisait 30 millions, on est descendu à 24 millions en 2018. Donc, c'était une pente qui était quand même déjà à 15%. Et évidemment, on s'est pris 3,1 millions de pertes en 2019. Il y a beaucoup de raisons à ça. Je ne vais pas m'étendre ici sur les raisons du déclin qui sont multiples. Et c'est vraiment une espèce de conjonction de problèmes économiques, un gros coup de frein en 2015 dans les marchés. J'étais aux commandes de marque à ce moment-là, la direction des ventes d'une marque. On a senti passer, il y a tout qui s'est arrêté, il n'y a plus un marché ou un continent qui permettait de remonter l'autre. Il y a l'émergence évidemment des montres connectées, il y a beaucoup de choses qui ont fait que finalement le déclin, la pente d'un coup s'est accélérée et que finalement une des variables de l'équation s'est mise à diminuer de manière assez drastique. Les quantités ont plongé. Alors qu'est-ce que vous faites? Et là, du coup, c'est un problème d'école, début d'école secondaire. Quand vous avez une équation avec deux paramètres et qu'il y en a un qui descend, qu'est-ce que vous devez faire? C'est très, très simple. Vous devez augmenter l'autre. Alors, il faut augmenter la marge si les quantités diminuent. Comment est-ce qu'on augmente la marge? Alors, pour augmenter la marge, vous pouvez évidemment retourner voir vos fournisseurs et les remettre sur le presse citron et dire tu sais quoi, tu n'es pas encore assez pressé, je vais encore essayer un petit peu de te presser parce qu'il faut encore baisser mes prix. Ce qui évidemment a fait émigrer énormément de production en Asie, chose qui évidemment est une espèce de secret de polichinelle, mais qui malheureusement s'est beaucoup passé, malheureusement ou heureusement, je n'ai pas de jugement là-dessus, de facto, parce que j'ai justement utilisé cette filière. Pour pouvoir produire les montres. On peut essayer de renégocier avec ces distributeurs, mais les lignes se sont quand même pas mal figées depuis pas mal de temps. On peut couper les bonus de ses employés, bon, ça a déjà été fait. On peut les virer, ça a quand même déjà été fait. On peut leur couper, on peut couper un petit peu les investissements marketing, ça a été fait. On peut essayer surtout d'avoir un ROI, retour sur investissement en marketing meilleur, ce qui a permis le marketing digital. Et puis, finalement, il y a quand même un moment où on regarde une montre à 1000 francs et on se dit, moi, sur une montre à 1000 francs, combien je gagne? Enfin, qui gagne quoi? Et l'équation que j'ai fait, en fait, c'était simplement ce qu'on appelle un margin breakdown, c'était d'expliquer simplement dans une montre à 1000 francs qui gagne quoi. Alors, pour la compréhension de chacun, je vous l'ai dit, c'est très mathématique, je vais vous montrer simplement dans une montre à 1000 francs qui gagne quoi. Du coup, là, j'espère que tout le monde voit mon écran. Douglas, si tu ne vois pas mon écran, merci de me dire. En principe, vous devez tous voir ce que la distribution traditionnelle utilise depuis pas mal de temps. Alors, un petit préambule là-dessus, c'est que finalement, les choses ne se passent pas par hasard. Ce n'est pas quelqu'un à un moment qui a dit « ça c'est comme ça ». Il y a des impondérables qui font que les choses se sont structurées de cette manière depuis longtemps pour des raisons. Sans revenir en arrière, dans ce que j'appelle la première révolution de la distribution, en fait, qui sous-tend les bases de la deuxième, qui est la révolution la distribution traditionnelle. Ce qui sous-tend, en fait, ces deux choses que j'appelle le troc et la massue.
Le troc, puisqu'on a un besoin d'échanger, et ce besoin était mondial, hein, les routes de la soie, etc., c'est quelque chose qui s'est fait depuis très très longtemps et qui a lancé les hommes et les femmes sur les grands chemins depuis des siècles, voire des millénaires. Et puis le deuxième, c'est la massue, c'est malheureusement le fait que dans la nature humaine étant ce qu'elle est, on ne se fait pas tellement confiance. C'est ce qui fait encore qu'aujourd'hui, bon, c'est un peu mal barré du coup, mais on se serre la main en général quand on se voit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on mettait des dagues en fait dans ses manches, puis on poignardait la personne dans le dos. Euh, donc on devait montrer patte blanche. Et la deuxième chose qu'on fait encore tous aujourd'hui, c'est finalement de faire santé, c'est-à-dire on tape dans le verre de l'autre, ce qui, à l'époque, se faisait de manière traditionnelle, c'est-à-dire je versais de mon vin dans ton verre et inversement, ce qui fait que si vous m'aviez mis du poison, eh ben, vous n'allez pas boire ou mourir avec moi, j'ai vraiment cette satisfaction. Et inversement, ben, c'était quelque part pour montrer, vu qu'on ne se faisait pas confiance, que si tu peux boire, ben, c'est que je peux boire aussi. Donc finalement, on ne va pas s'empoisonner. Donc on ne se fait pas confiance. Et le coût de est-ce que tu peux me donner quelques montres, quelques millions, je pars en Indonésie, je reviens dans 2 ans, mais t'en fais pas, je vais te payer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc la distribution, en fait, c'est structuré d'une certaine manière pour que les marques puissent un jour atteindre le consommateur final. Et ce qui s'est mis en place, en fait, fonctionne à peu près comme un corps, comme votre corps, je vous le souhaite néanmoins. C'est que vous avez un tronc, la tête, etc., tous les organes vitaux, hein, le management, le foie, la production, etc. Et puis, si la distribution était dans le corps, en fait, ça serait le bras. C'est la fonction d'un bras, on le voit, c'est-à-dire ça permet d'atteindre des zones éloignées, de saisir et de ramener à soi. C'est à ça que ça marche. Et la distribution horlogère, en fait, est construite exactement de la même manière, c'est-à-dire vous avez le stock de l'entreprise, hein, qui est là, le tronc, et vous avez les distributeurs qui, eux, effectivement, vont prendre, acheter vos montres, leurs montres, travailler en silo, hein, ils vont prendre les montres, ils vont atteindre des zones éloignées, l'Indonésie, et en Indonésie, il y a des ramifications qui sont les doigts, en fait, qu'on appelle les détaillants, qui, eux, en fait, vont pouvoir saisir le marché, et vous avez le point de contact, qui est ce qu'on appelle behind the counter, derrière le comptoir, c'est-à-dire la personne qui vous attend dans un magasin pour vous faire la cérémonie de vente et qui va vous saisir en tant que client, c'est-à-dire qui va faire que l'offre rencontre la demande et permettre ce moment T, cette pierre philosophale du business qui change tout, qui va convertir le summum des investissements que chaque intermédiaire a consenti en un profit, en chiffre d'affaires et si les choses sont bien faites, en profit. Donc en fait, vous avez depuis tout temps eu cette structuration de la distribution qui fait que les clients des marques n'ont jamais été les consommateurs finaux, mais les intermédiaires. Les marques vendent en gros aux grossistes qui vont eux-mêmes acheminer. Donc les marques, quelque part, injectent dans un tube et puis il y a le tube qui digère, le distributeur, les détaillants. Au bout du tube, il y a le consommateur final. Et ce tube-là, vous le voyez en jaune ici, il représente, il absorbe dans une montre à 1000 francs, il absorbe 650. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le COGS, Cost of Goods, c'est-à-dire les coûts de production, à la louche, hein, environ 3 aiguilles automatiques Swiss made, vous allez l'acheter environ à 175 francs, à 28, 24, etc. Auquel vous allez rajouter 50% de marge, la marge se calcule par le haut, ou 100% de markup, c'est-à-dire vous allez doubler 175. Et donc, ça vous amène à ce qu'on appelle le X Factory qui est à 350. X, on l'a tous expérimenté une fois dans sa vie, on lui a laissé une petite larme, c'est ce qui nous quitte. Dans le cas d'une entreprise, c'est plutôt bien parce que c'est la marchandise qui nous quitte, c'est-à-dire qu'on l'a vendue à un intermédiaire, à un distributeur. Donc, le chiffre d'affaires d'une marque se trouve en haut de la ligne grise, en dessus des 35. C'est ce qu'on appelle l'X Factory, le chiffre d'affaires d'une marque. Et c'est le prix d'achat d'un grossiste, d'un distributeur. 675, on les divise en orange, 140, c'est le profit. Et, ce n'est pas les bits, hein, c'est le profit. Et les 35 représentent les 10% de l'ex factory, 10% de 350, qui est ce que la marque en général va investir en marketing en demandant à sa contrepartie distributeur d'investir la même chose, c'est-à-dire également 35. Donc, dans une montre à 1000 francs, je résume, vous avez un coût de 175, la marque va gagner 140, elle va mettre dans sa petite poche, et elle va avoir 70 2 fois 35 en marketing pour pouvoir promouvoir son produit en relation avec le distributeur,
Et l'intermédiaire va gagner 650, va prendre 650. Dans ces 650, vous avez deux portions, vous avez le bras et les doigts, le distributeur et les détaillants. Le détaillant sur 650 va prendre 500, c'est-à-dire la moitié. Donc, vous avez la moitié du prix d'une montre que vous achetez en magasin qui sert à financer le lieu dans lequel vous allez l'acheter. Et là, souvent, beaucoup de gens disent oh, merde, quand même, 650, c'est quand même pas donné, et puis ils s'en mettent quand même plein les poches des intermédiaires. Très franchement, non. Je pense que si les choses se sont structurées comme ça, il y a une raison. Les intermédiaires assument énormément de risques. Je vous rappelle, ils achètent les montres, c'est leur stock. Et puis, ils se retrouvent, surtout le détaillant, à devoir faire face à trois coûts fondamentaux de la distribution, c'est-à-dire ce qui permet cet acte de vente, c'est le lieu, le magasin, le point de vente, le service, c'est ces gens qui vous attendent, vous, depuis des années dans le magasin, tous les jours, il sera ou se parfume, etc., etc. Et puis, finalement, le troisième coût fondamental de distribution, c'est le stock. C'est des millions qui dorment en vitrine, une espèce de patate chaude comme ça, que chaque intermédiaire essaye de se refiler pour que mettre la patate au bras du consommateur. Pourquoi chaude? Elle brûle parce qu'un investissement financier, ben, c'est négatif. C'est pas bon. Dans un bilan, ça s'écrit à droite, alors que justement, il faut essayer justement, dans un compte d'exploitation, d'avoir plutôt des profits, c'est-à-dire d'avoir des rentrées d'argent. Tout ce petit détour pour vous raconter une chose, c'est qu'il y a quand même un moment où les entreprises, quand elles essaient d'optimiser leur marge, vont lorgner sur l'assiette d'à côté du distributeur et se dire quand même, bordel, il y a quand même 650 à se faire. Et il se trouve que pendant très longtemps, voire des siècles, à part le petit catalogue qu'on envoyait par correspondance, il n'y avait pas tellement d'autres manières de pouvoir vendre. Mais il s'est passé une chose fondamentale et on arrive justement à la deuxième partie du titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est le digital. Là, on pourrait passer des heures à expliquer vraiment pourquoi le digital a impacté ou pas, etc., etc. Mais il se trouve que le digital a existé depuis pas mal d'années. Si je vous dis que le digital risque d'impacter le marketing et qu'on risque à l'avenir de plus en plus d'entendre parler de marketing digital, vous allez tous regarder en l'air et vous dire le gars il a vécu dans une cave, parce que c'est une évidence. Le marketing a été impacté par le digital, on le voit tous au jour d'aujourd'hui. Sauf que justement, après le marketing, c'est la distribution qui va être impactée. Et ça change quand même pas mal de choses puisque le marketing digital ou le digital dans le marketing change la manière dont on dépense son argent. Alors que l'impact du digital sur la distribution change la manière dont on gagne son argent, c'est-à-dire dont on va générer le profit qui est justement l'unique chose qui va intéresser les entreprises. Si on résume un tout petit peu ce qui est en train de se passer, et comprenez bien pourquoi je vais en arriver à la 4e révolution industrielle. On a en gros aujourd'hui la distribution traditionnelle qui est extrêmement intéressante en termes d'expérience client, c'est-à-dire vous pouvez aller dans un lieu à la rencontre de quelqu'un qui vous attend, qui est à disposition toute la journée depuis des années pour vous, et qui va vous mettre dans les mains un produit et vous en parler, etc., etc. Ça, c'est vraiment une très belle expérience client, mais ça coûte un paquet d'argent. C'est très, très coûteux et c'est justifié justement d'absorber 2/3 du prix d'une montre. C'est vous, c'est moi, en tant que consommateur, qui finançons l'expérience client que l'on réclame. Riche en expérience client, très vorace en marge. La distribution digitale, qui est le fait de mettre un panier d'achat à son site Internet, à savoir, je fais quand même une petite parenthèse, que les sites Internet finalement étaient marketing, c'est-à-dire c'était quelque part une devanture virtuelle qu'on avait, une devanture digitale qu'on avait d'abord dans un écran, ensuite les téléphones portables emmenés dans notre poche, c'est-à-dire on avait un magasin, la devanture d'un magasin, mais on ne pouvait pas rentrer, on ne pouvait pas acheter. Pour une raison extrêmement simple, je vais arrêter l'image, je vois qu'il y a pas mal de questions. Oui, Nathalie, effectivement, on peut tester, toucher, etc., l'avoir en vrai. Et si vous voulez, pourquoi est-ce que les gens pourquoi est-ce que les marques n'ont pas adopté tout de suite la vente en ligne? La réponse est extrêmement simple.
C'est parce que, ce faisant, en fait, elles court-circuitent leurs partenaires. Vous ne pouvez pas, en tant que marque, ou peut-être je vous donne une anecdote, je me souviens très bien, on était en Espagne, à côté de Barcelone, on a un gros séminaire international, environ 130 distributeurs pour la marque à laquelle je travaillais. Et il se trouve qu'en 2009, il y a un gars dans la salle qui a levé la main en disant « Ah, sorry, I have a question. Qu'est-ce que vous pensez des ventes Internet et du fait que les marques peuvent vendre Internet ou que moi, je puisse vendre en direct ?» Je vous jure, si les gens avaient pu, les 130, tout le monde aurait couru sous la table, se serait jeté sous la table. C'était comme de dire, alerte à la bombe, de parler d'Internet en 2009-2010. Pourquoi? Parce que c'était effectivement quelque chose, c'était une bombe, puisque les marques, justement, avaient une petite possibilité d'un coup de rentrer en contact direct avec le fameux client final. Moi, je peux vous dire, j'ai passé 15 ans dans le monde entier à vendre des montres. Par hasard, de temps en temps, il se trouvait qu'un client était dans le magasin, mais je n'ai jamais rencontré ni vendu moi-même à un client final. Mon job, c'était de vendre des palettes à des distributeurs. Eux, leur job, c'était de vendre la même palette, la patate chaude, aux détaillants, le plus rapidement possible parce que les investissements, ça brûle les mains. Et le détaillant, lui, ce qu'il espère, c'est la rotation. Un détaillant, il pense hélicoptère. Rotation, il faut que ces vitrines tournent, il faut que sa montre rentre et sorte le plus rapidement possible. Et ce qui l'intéresse, c'est combien de fois il va tourner sa collection dans sa vitrine. C'est à ça que pense uniquement un détaillant. C'est normal, c'est son modèle d'affaires. Donc finalement, ce que le digital fait, c'est qu'il permet d'instaurer un canal ultra court entre le stock d'une entreprise et le client final qui peut un jour dire ben, « j'achète ». Sauf que ce faisant, vous l'avez bien compris, ça court-circuite tout le réseau et en fait, ça met en concurrence la marque avec ses clients premiers qui sont les intermédiaires. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui à un intermédiaire « écoute, tu sais quoi ? Ben, en fait, je suis en train de faire mon site internet et le but, c'est d'ici une année ou deux de t'éliminer parce que j'aimerais vraiment reprendre tes marges. Mais en attendant, parce que je ne suis pas encore tout à fait prêt, j'aimerais bien que tu continues d'être vachement motivé pour vendre le plus possible mes montres parce que ça me coûte très très cher de développer mon site e-commerce. Donc, j'aimerais bien là, si tu pouvais continuer d'être motivé, mais du coup, je vais te virer d'ici une année ou deux. Qu'est-ce qui va se passer? Certains s'y sont frottés, hein, ils ont retrouvé le cajot de montres devant la boutique. Et effectivement, le détaillant dit si tu vas me concurrencer, merci, je préfère aller avec des marques qui vont me soutenir. Donc en fait, les marques ne peuvent pas tellement faire ça. C'est pour ça d'ailleurs, du reste, on ne va pas les blâmer, mais qu'elles n'en parlent pas tellement. La presse, en général spécialisée, qui est comme assez largement de ça, évite un tout petit peu d'en parler, en tout cas de pointer le doigt sur l'énorme éléphant qui est dans la pièce. Par contre, le retail, eux, ont assez bien compris et commencent de gentiment se braquer, aller voir un peu dans les forums de détaillants ce qui se dit. Franchement, je pense qu'ils ont bien compris que c'était eux le steak et que finalement, ils avaient à finir sur le grill. D'ailleurs, ils y sont. Et puis, alors, je vais lire un petit peu les questions après. Je n'arrive pas à faire deux choses en même temps, je n'arrive pas à parler les questions. Si vous voulez bien, on les garde là et puis je vais vous répondre après, Patrick. Le modèle de stock consignment, je vais y venir parce que pour moi, justement, ce n'est pas la solution. Bon, je l'ai fait, mais je pense qu'on doit justement aller au-delà. Je résume, je m'éparpille un peu. Distribution traditionnelle, riche en expérience client, vorace en marge. Distribution digitale, qui a été très lente à être acceptée, qui est extrêmement intéressante en termes de marge, je vais y venir maintenant, mais qui est très pauvre en expérience client. Quelle est la solution quand vous avez le physique qui est sous-optimal et le digital qui est sous-optimal? La solution, c'est un nouveau mot, une espèce de mot valise qui s'appelle phygital. Le physique et le digital est le meilleur des deux, c'est-à-dire réussir à conjuguer l'expérience client avec la rapatriation des marges. Alors, ce n'est pas très, très facile et ça va nécessiter justement que je m'étende un tout petit peu là-dessus. Je check le temps. On a commencé à nuit. Allez, j'ai encore en gros un quart d'heure. Je vais vous repartager un tout petit peu mon écran pour vous remontrer mon petit PowerPoint où on voit les marges. De nouveau, Douglas, si on ne voit pas l'écran, merci de m'interrompre. Là, du coup, attendez, tac. On est tous d'accord que le profit, c'est la marge fois la quantité. Quand les quantités diminuent, il faut augmenter la marge. On a tous compris que 60-70% de la marge
d'un prix de vente partait dans la distribution. La différence provient du segment de prix, provient de la force de la marque. Une marque extrêmement forte et très haut de gamme, ben, quelque part, offrira peut-être moins, hein, 40%, pas un 60-70%, mais ça ne change rien finalement à l'exemple qu'on veut donner. Qu'est-ce qui se passe si vous vous dites, ben, finalement, moi, ce que je vais faire, c'est que avec la même montre, hein, vous voyez en bleu, c'est exactement le même cost, je vais en fait vendre ça à moitié prix. Ça vous explique pourquoi il y a 400 marques, c'est plus d'une par jour, hein, qui se lancent sur Kickstarter chaque année. Et Kickstarter, c'est très simple. Une montre incroyable, on va vous la vendre environ à 1000 francs avant. Sauf que là, si vous l'achetez pendant le mois, on va vous la vendre à 500. La réalité, c'est qu'elle ne va jamais sortir à 1000, très rarement. Ils vont toujours la vendre à 500, ils vont faire un one-shot la plupart du temps. Et les gens se disent, bah, quand même, c'est quand même vachement cool parce que j'ai vraiment beaucoup pour le prix. Et en fait, ben, pourquoi pas l'acheter? Parce que finalement, ben, c'est vrai, j'en ai les intermédiaires. Alors, il y a certaines personnes qui commencent un tout petit peu de tirer dans le temps en disant ouais, les intermédiaires, c'est des voleurs, etc. On va les enlever. Non, ce pas des intermédiaires, ce pas des voleurs. Ils font juste leur job et ils prennent une marge qui correspondait à ce qu'ils devaient. Mais ce que vous voyez ici, c'est que si vous envoyez la montre, en gros, à la louche 40 francs, vous pouvez, avec l'argent qui reste, dire ben, moi, je vais mettre 195 dans ma poche et 90 en marketing. En faisant ça, vous allez faire 40% de profit en plus et vous allez faire 30%, vous aurez 30% de budget marketing par rapport aux 70 pour pouvoir faire la promotion d'un produit qui est moitié prix. C'est quand même pas mal. Hein? Donc là, vous comprenez quel a été l'engouement et pourquoi ces marques qui vous disent moi, je vous offre à moitié prix, c'est incroyable. En fait, elles augmentent de 40% le profit qu'elles feraient si elles passaient par des intermédiaires. Cela dit, en passant, ce n'est pas tellement l'objet maintenant de discussion, mais de toute façon, les intermédiaires, au jour d'aujourd'hui, et spécialement aujourd'hui, il n'y a pas un distributeur et un détaillant qui va vous prendre si vous êtes une nouvelle marque. No way. C'est fini. C'est fermé, plus personne ne veut prendre de risques. Et là, quand je monte cet exemple-là, on me dit, ouais, bon, ben, c'est très bien, sauf qu'il y a des marques qui maintenant vont en direct. Pour citer Omega, qui a préparé le terrain en Angleterre et aux US depuis une année ou deux, elles étaient prêtes et du coup, tu peux profiter, hein, cette bonne guerre, du fait que les magasins étaient fermés depuis 2 mois. Du coup, à cause du Covid, ça a précipité les choses. On va en ligne directement, boum, 17 pays. Je crois que c'est Ulysse Nardin qui vient d'annoncer aujourd'hui. En fait, je pense que plus ou moins tout le monde va commencer de l'annoncer, c'est juste qu'ils étaient plus ou moins prêts. Et en fait, tout le monde se dit, ben, en fait, je vais vendre directement. Alors, qu'est-ce qui se passe si on vend directement? Je vous ai mis quelques schémas de possibilités. Qu'est-ce que ça signifie? En reprenant toujours une section moyen haut de gamme, hein, on parle quand même de montres jusqu'à 10 000 francs, plus ou moins, qui sont dans cette configuration, vous voyez que vous pouvez très, très bien vous dire, bon, ben, moi, je vais faire un envoi picobello, voire même le type Uber. Il y a pas mal de pays où pour environ 80 francs, il est de l'accord de vous amener avec des gants blancs, de sonner à votre porte et de vous amener votre montre. 125 pour l'envoi. Vous mettez 140 pour le marketing, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même 2 fois 70, c'est-à-dire vous doublez votre investissement marketing, et vous avez 560, c'est-à-dire 300% de profit en plus pour le mettre dans votre poche. Et là, je vais vous répéter le chiffre, c'est 300%. Et moi, comme je vous ai dit au début, je suis quelqu'un de très rationnel, je crois et j'observe que l'eau va toujours à la mer, c'est la loi de la gravité. C'est-à-dire un corps liquide tend, et tant qu'il n'est pas arrivé à la mer, c'est-à-dire au plus bas ou à la mer morte, hein, tant qu'à faire, eh ben, il va continuer de descendre. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est sa destinée. Les entreprises, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça part de zéro et ça tend toujours à augmenter. On n'en a jamais assez du bénéfice, hein, malheureusement. Donc, en fait, les entreprises cherchent à faire le bénéfice comme l'eau va à la mer. Et peu importe les circonvolutions, les barrages, etc., l'eau ira toujours à la mer, les entreprises auront toujours bénéfice. Et c'est pour ça qu'il y a 3 ans, je me suis dit, peu importe ce qui devra se passer et comment ça se fera, ça se fera. Les entreprises ne pourront pas refuser. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver une solution pour se faire 300%. Et quand je dis 300%, on peut très bien se dire, en fait, je vais maximiser. C'est-à-dire, on l'envoie normalement, on met quand même aller à 10-15% en plus dans le marketing et on met 700 dans la poche. C'est-à-dire, x5, 400% de profit. Il n'y a rien qui va se mettre entre les entreprises et 400% de profit. Alors évidemment, ça ne se fait pas comme ça, on ne peut pas juste mettre un panier d'achat.
Mais la tentation est là et si vous voulez, le mouvement est totalement clair. Et c'est justement ce qui m'a fait faire toutes mes recherches et lancer l'idée de cette montre, c'était de me dire, finalement, les entreprises chercheront à aller en direct. Il y a un croisement qui va se faire entre la révolution, la distribution traditionnelle et la distribution digitale. Il y a un moment où on va se retrouver à ce croisement, sauf que les deux sont sous-optimaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement pour arriver dans le digital? Et c'est là où interviennent justement des choses qui sont assez intéressantes et c'est là où il faut aller dans la théorie des blocs, c'est-à-dire de commencer d'assembler des choses. Une petite chose quand même, parce que je sais que souvent les gens me posent la question, on m'a dit, bon, tes théories, Thomas, c'est vachement sympa, sauf que ça vaut pour tes montres, ils coûtent 388 francs. Mais dans l'ultra-luxe, honnêtement, je ne pense pas que ça marche très, très bien. J'étais interviewé un jour à la radio suisse romande, on m'a dit, mais quand même, M. Bayou, vous ne pensez pas que ça va fonctionner pour des montres de luxe? Montres de luxe. Imaginez qu'au lieu de vous en mettre plein les poches, vous allez dédier la moitié du prix d'une montre, la moitié de 1000 francs, vous allez dédier 500 francs au marketing. C'est quoi le marketing? C'est l'expérience client. C'est quoi le luxe? C'est l'expérience client. Franchement, personne n'a besoin d'une montre pour lire l'or. Donc, si on a une montre, c'est un statut, c'est une passion, c'est quelque chose qui réellement nous anime. Et là, du coup, acheter une montre, il y a la montre en tant que telle, mais il y a toute l'expérience que vous faites autour, tout ce que vous pouvez enrichir dans l'expérience client. Imaginez justement que vous avez la moitié du prix d'une montre pour cette expérience. Ça vous laisse quand même, comme vous le voyez là, 285 de profit. On est quand même à 100% de profit en plus. Au jour d'aujourd'hui, je pense que si n'importe quelle marque arrive à justifier un 10% de croissance, c'est champagne et bonus. Là, on parle de 100% de croissance en passant. Et vous avez 500. Alors, vous comprenez peut-être un tout petit peu mieux pourquoi, il y a de ça maintenant une année ou 2 ans, Audemars Piguet et Richard Mille en cœur ont décrété qu'ils allaient se retirer du SIHH à l'époque en disant, vous savez quoi, au revoir, nous, on va en direct. C'est bien, au moins eux, permettez-moi l'expression, ils ont les couilles de le dire, et de dire, vous savez quoi, nous, maintenant, on va aller en direct, on va couper tous nos intermédiaires et on va mettre le client au centre, on va parler directement au client. Sur une montre à 40 000 francs, vous avez 20 000 francs. Alors, on n'était pas dans ces marges-là pour Audemars Piguet, mais vous avez un chiffre quand même avec 4 zéros derrière qui va vous permettre de faire une expérience client assez incroyable à votre client. Et cela dit, en passant, il y a énormément d'atouts ou d'avantages aussi à la vente directe. Un, vous connaissez votre client. C'est quand même, à la fin, c'est quand même ça la vraie vente. Et deux, vous avez aussi un cycle financier qui est extrêmement court. Moi, quand je vends une montre en fait, directement, j'ai mon téléphone, ça fait schling, et en fait, c'est l'argent qui arrive sur mon compte directement. Je peux vous dire, j'ai passé pas mal de temps dans ma carrière, certaines fois dans les périodes de crise, à passer plus de temps à courir derrière les distributeurs pour qu'ils me payent plutôt que de leur vendre des montres. Parce qu'effectivement, malheureusement, la chaîne doit remonter et il faut justement pouvoir justement remonter les choses. Donc, on en arrive finalement à ce digital et le but, ce n'est pas de faire la promotion ni de vous parler de ça. Je vous en parle quand même un tout petit peu dans l'esprit qui animait sa création. Je ne minimise pas, je suis très fier de ma montre. Elle est franchement très belle, double oscillateur, vert saphir, bombé, etc. 388 francs, elle n'est pas Swiss made. Ils n'ont pas construit leurs usines en Chine uniquement pour produire mes montres, vous en doutez bien. Et du coup, j'ai utilisé justement cette expérience en me disant qu'est-ce que peut être justement la vente de demain? Comment est-ce qu'on peut utiliser la force du digital tout en gardant l'aspect physique? Et l'idée, c'était justement de mettre en application une chose. J'ai été voir plusieurs personnes qui avaient des montres, des marques. Je leur ai parlé de mon truc. Ils m'ont dit, gentil, mais pas avec ma marque. Donc finalement, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais créer ma montre, mon laboratoire. Et puis, l'idée que j'ai eue de vendre, en fait, était de disrupter les 3 coûts fondamentaux de la distribution, le lieu, le service et le stock. Le point de vente, quand je vous dis ça, tout le monde va penser à un magasin, rue commerçante, vitrine, etc., air conditionné, chauffage et autres. Un point de vente, étymologiquement, c'est un point où la vente se fait. En l'occurrence, chez moi, c'est un poignet. C'est-à-dire, c'est un poignet de vente. Le point de vente est le poignet des gens qui vont acheter ma marque. Le service, c'est-à-dire d'expliquer le concept, je me suis dit comment je peux disrupter ça. J'ai choisi un mot absolument le plus imprononçable possible. J'ai essayé de faire un A comme ça. Vous connaissez tous un peu mon nom de famille, mais j'ai essayé
de le faire le moins prononçable possible. Les 0 et les 1 sont dans l'esprit aussi du digital, hein, d'où vient mon idée. Et la raison est que simplement, quand quelqu'un voit votre montre, voit ma montre, toujours la question c'est ouais, c'est quoi la marque? Parce qu'on ne la reconnaît pas. Et si on ne peut pas répondre simplement à cette question, qu'on va dire, écoute, c'est pas une marque déjà, c'est un concept et c'est un truc BA11, 10D. Moi-même, honnêtement, je ne saurais pas vous dire comment il s'appelle. C'est pas important. Vous êtes obligé, finalement, parce que vous créez un petit peu la surprise, d'expliquer pourquoi ce gars de cheveux de front, etc., a fait une marque imprononçable. Donc, vous allez faire le service. Et le troisième, qui est la vente, le stock, finalement, plutôt que de vendre la montre, je permets à la personne de vendre la montre, c'est-à-dire c'est le droit de la vente. Et ça, c'est un changement fondamental, si vous le percevez bien, c'est en fait du trading. Je ne vends plus des montres, je vends le droit de vendre ma montre. C'est-à-dire chaque personne reçoit 4 tokens, 4 droits, 4 codes qui peut passer à une personne et cette personne peut l'acheter. Donc là, on disrupte le stock. Et quand j'explique ça, pas mal de gens me disent « Ouais, mais en fait, donc, c'est un peu salaud, hein, ça fait 15 ans, j'ai énormément d'amis dans les marchés, c'est un peu salaud parce que finalement, tu es en train de vendre en ligne et de disrupter les détaillants et les distributeurs. » C'est au contraire le remède, le vaccin à la maladie. Pourquoi? Pour une chose très simple, c'est que les détaillants aujourd'hui ont 3 problèmes fondamentaux. Un, le pricing. Honnêtement, pour parler crûment, c'est le bordel. Il n'y a plus de pricing. Vous allez en ligne, il suffit qu'un type en Australie liquide votre montre sur Amazon et le monde entier le sait. Et très franchement, c'est en plus un peu la débandade. Les montres vous diront évidemment que non, sauf que des fois, elles sont même malgré elles un peu responsables du fait qu'il y a du stock partout, ça coule, les gens font des discounts, etc. etc. Donc, il n'y a plus vraiment de pricing. Deux, la distribution sélective, c'est-à-dire le fait, c'est comme les clôtures pour les moutons ou les chèvres, il faut qu'on puisse délimiter les points de vente et que telle personne a le droit de vendre dans telle région. Je donne l'exclusivité. C'est-à-dire, moi, j'ai passé 15 ans à construire un réseau de distribution. Aujourd'hui, vous allez à Zurich chez Bucherer, client officiel Rolex, et bien, vous n'avez plus de Rolex. Pourquoi? Parce qu'elles sont en face chez les ambassadeurs qui n'est pas un client Rolex, mais qui travaille avec Watchbox, second hand ou pre-owned, le nouveau mot sexy. Et eux, du coup, ils ont toutes les Rolex. Alors, c'est un peu plus cher, mais du coup, ils les ont. Donc, en fait, Rolex a en grande partie perdu la maîtrise de son réseau de distribution. Ils se sont fait hacker, c'est ce qu'on appelle les flippers. Et ça, c'est évidemment un grave problème parce que si on veut pouvoir délimiter sa stratégie de distribution, ben, en fait, on ne peut plus. Troisième problème, et de loin le plus grand, c'est que le modèle d'affaires d'un détaillant, c'est d'offrir un service qui coûte extrêmement cher, on l'a vu, et d'espérer, grâce à ce service, de pouvoir conclure par une vente. Donc, la vente, le service et la vente sont corrélés. Et ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, malheureusement pour les détaillants, c'est que les gens vont dans les points de vente, utilisent le service des détaillants comme point d'expérience. Ils vont, ils voient le produit, etc. Merci beaucoup, ça me va super, c'est exactement ce que je veux. Chrono 24, moins 40%, vente privée, etc., etc. Et les gens l'achètent en ligne. Donc, en fait, le dindon de la farce aujourd'hui, c'est les détaillants, puisque vous avez, je souligne le trait, hein, croyez-moi, je suis bien conscient qu'il y a quand même une certaine éthique, hein, on espère. Les marques essaient de faire attention, mais quand même 300% de profit, 400%, c'est quand même pas mal. Et surtout que là, on a un petit peu de la peine à vendre ces temps. On a un petit peu faim, on a un peu rien dans le ventre. Ça serait quand même pas mal si on pouvait vendre un peu en direct. Et finalement, le consommateur se dit, moi, ça tombe bien, je peux avoir mon montre à moins 40%. Et le détaillant, il reste là, il offre son service et il ne fait pas la vente. Mon système permet très simplement de pouvoir mettre 30 cm de vitrine. J'ai vu qu'il y avait une question qui disait la franchise ou faire de la consignation. C'est ça. Sauf que, c'est quoi le problème de la consignation? C'est-à-dire, vous flexibilisez un des coûts de la distribution qui est le stock, donc il y a moins de risques financiers. Sauf que, justement, ça ne veut pas garantir au détaillant que lui, après avoir offert son service, va pouvoir faire la vente. Mon système permet justement que quand la cérémonie de vente s'est faite, la personne qui veut l'acheter va scanner un QR code qui est unique à ce magasin. Ensuite, la personne va l'acheter avec sa carte de crédit, fait son process tout seul, et le détaillant va recevoir sa commission. Peut-être à 30% ou à 50%, mais finalement, il n'a aucun risque financier.
Quand la personne ressort en disant je vais réfléchir, 2 semaines après, 1 heure du matin, il se dit je vais acheter la montre, le détaillant, pendant qu'il dort, va toucher sa commission. Ça, c'est pas mal. Mais surtout, ce qui est important, c'est que quand la personne ressort en se disant allez, moi, je vais de toute façon la commande en ligne, je me fous du détaillant. En l'occurrence, actuellement, la personne va sur mon site, il veut passer commande, et au moment de vouloir passer commande, on lui demande est-ce que tu as le code? Non? Eh bien, retourne au magasin. Donc, ça veut dire que ça protège quelque part le détaillant du fait que s'il donne un service, il est rétribué sur ce service. Et moi, ce que je fais, en fait, mon système décorrèle le service de la vente, je m'en occupe, et je pense que justement, c'est précurseur, et je ne l'avais pas anticipé, mais quelque part, le Covid a fait que la vente en magasin était tout simplement impossible. Donc, les marques, finalement, vendent en direct, les marques vont s'occuper de la vente, sauf que, on l'a vu, c'est totalement sous-optimal s'il n'y a pas un contact client. Et là, en l'occurrence, ça permet de valoriser le contact client et de rétribuer réellement le détaillant pour la valeur ajoutée, c'est-à-dire le service qu'ils vont offrir. Dans mon cas, c'est un peu différent. C'est une personne qui va lui-même générer des clients. En même temps, évidemment, plutôt que dans le marketing, c'est-à-dire d'aller attirer l'attention des gens, faire un drive to store pour essayer de leur vendre, moi, au contraire, je suscite l'intérêt là où ma montre est. Et en principe, on fait plus confiance à son copain, collègue de travail, ami, beau-frère, plutôt qu'un vendeur lambda dans le magasin où on sait que son job, c'est de vendre quelque chose, ou un influenceur ou un ambassadeur qui est payé pour vous dire c'est très bien, avec tout le respect, Brad Pitt, quand c'est Tag Heuer qui le payait, il disait que Tag Heuer était bien, maintenant c'est Breitling, c'est Breitling. Donc quelque part, moi, je préfère un pote qui me dit, tu sais quoi, je l'ai acheté, je l'ai payé, je la trouve bien, tu sais quoi, tu devrais à mon avis l'acheter. Et d'ailleurs, si tu en veux une, tu n'as pas le choix, tu dois passer par moi parce que tu ne peux pas l'acheter en direct. Donc, mon système est assez extrême parce que justement, je me ferme beaucoup de portes, je me suis mis beaucoup d'handicaps, mais finalement, sans le savoir, je me mettais les mêmes handicaps que le marché allait avoir au jour d'aujourd'hui. Et les solutions que je suis en train de développer, justement, permettent de le dépasser. Pour la petite histoire, je suis en train de développer ma propre application qui va aller cette fois très très loin dans ce genre de vente communautaire, qui s'appuie en fait sur des seules structures immuables, le bouche à oreille, son réseau, ses amis, etc., etc. Et pour conclure, je voulais introduire une chose justement qui résume un petit peu tout ça. C'est un nouveau mot que j'ai créé, un de ces autres mots valises que j'aime bien, qui s'appelle, du MLM, on va y aller, je vais y venir. Le mot que j'ai créé, ça s'appelle Affluent Door. A de ambassadeur, on connaît son client, donc ce n'est pas juste un espèce de client comme ça. Fluent de influenceur, on a tous des capacités d'influence. Et door de vendor, c'est-à-dire je donne à la personne la capacité de pouvoir revendre plus loin. Et si vous réfléchissez, le marketing est totalement customer-centric, c'est le client au centre. C'est circulaire, il y a les 360 degrés du marketing autour du client. Alors que dans la vente, en fait, on peut, dans la vente, on considère encore, on navigue encore avec un schéma qui est du siècle passé, qui est linéaire. C'est un tube. Les marques bourrent le tube parce que leur job, c'est de bourrer le tube. C'est là où elles font de l'argent. Ensuite, il y a un tuyau, les intermédiaires qui essaient de digérer les montres. Et au bout du tuyau, il y a le consommateur final. En anglais, end consumer. C'est-à-dire, c'est linéaire et c'est le bout du monde. C'est-à-dire, on a encore, au bon vieux temps, la Terre était plate et puis quand on arrive au bout, on tombait. C'est-à-dire, ça s'arrête au consommateur final. Moi, ce que je prétends, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, avec le digital, le consommateur n'est plus final, le consommateur est également central. Et on passe tous notre journée, malheureusement, une grande partie de la journée, à vendre ses services contre quelque chose. Et je pense qu'effectivement, le bouche à oreille est totalement naturel. Maintenant, moi, je le rétribue parce que les gens font quelque part le job de marketing et de vente en offrant une montre gratuite chaque fois que la personne a utilisé ses 4 droits. Mais ça peut être, pourquoi pas, pour une marque, d'utiliser, d'inviter ses meilleurs clients, ceux qui poussent la marque, à des événements. C'est bien, comme ça on connaît ses clients. On peut leur offrir des années de garantie en plus, on peut faire du co-branding ou de la co-création, développer des nouveaux modèles, etc. etc. Évidemment, dans mon système, les gens peuvent les revendre plus cher, c'est très très bien, c'est tant mieux, pas mal de gens l'ont fait d'ailleurs, ce qui leur plaît parce qu'ils achètent la montre, ils ont 4 droits, ils revendent les 4 droits. Certains, ça leur prend une demi-journée, ils reçoivent une deuxième montre gratuite, ils la revendent même des fois plus cher et finalement, ils ont ma montre gratuite. Tant mieux pour eux, je suis content pour eux. Moi, j'ai gagné 4 clients, donc finalement, tout le monde est content. Du MLM,
Oui, il y a de ça, il y a plein de choses et c'est justement pour ça que j'ai commencé ma conférence en vous parlant de mes Lego. Parce que dans ce que j'ai fait, en fait, vous l'aurez remarqué, j'ai rien créé. Je n'ai pas créé, je n'ai pas inventé l'électricité. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris pas mal de choses et ça va plus loin. Hein. J'ai fait de la réalité augmentée, vous pouvez voir sur mon site pour dématérialiser les choses, etc. Mais en fait, je me permets par association, par assemblage, de faire une configuration assez unique. Et je peux vous dire ce que je fais, la manière dont je le fais, personne ne l'a fait. C'est pour ça que je dois développer ma propre app parce que, en fait, il n'y a rien qui permet de faire la manière dont je le fais. Et je vous donne par exemple euh, un résumé de ce que ma méthode va pouvoir faire demain. Et je conclurai là-dessus avant les questions. Ça n'a pas pu se faire, malheureusement. Je vais le faire à Paris avec un restaurant où il y a tout Paris qui descend. Son propriétaire lutte depuis pas mal d'années avec succès contre un cancer, donc il est très sensibilisé à cette maladie. Et il m'a demandé de l'offrir une de mes montres pour une vente aux enchères. Du coup, j'ai dit, ben, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc qui est peut-être plus intéressant. Plutôt que de te donner une montre et tu vas la vendre 1000 euros au lieu de 400, ce que tu vas mettre aux enchères, c'est le nom d'un cappuccino dans ton restaurant. Alors évidemment, il m'a regardé comme j'imagine qu'il devait me regarder à l'écran, un cappuccino. Et en fait, la raison est très très simple. Pourquoi? C'est-à-dire, mettons, on va prendre Nathalie, euh, Vermelinger, vous allez avoir un cappuccino qui va s'appeler Vermelinger. Vous aurez payé, merci Nathalie, 10 000 euros pour avoir un nom de cappuccino qui déjà fait assez bien dans un restaurant. Quand moi, en tant que client, je connais le truc, je vais arriver et je vais dire, je parle le cappuccino Vermelinger, s'il vous plaît. Le serveur va me faire un autre clin d'œil en retour, il va m'amener un cappuccino avec une grosse tasse large, avec pas mal de mousse dessus. Et sur la mousse, il va saupoudrer avec du chocolat en poudre. À travers un chablon, il va saupoudrer un QR code. Ce QR code sera spécialement pour ce restaurant et vous ne pourrez accéder à l'achat de mon édition spéciale qu'à travers ce QR code. Parce que non seulement ça vous guide, mais c'est la clé. Et c'est ça qui n'existe pas maintenant. Donc, vous avez 30 secondes avant que le chocolat fonde, scanner le QR code, vous allez être redirigé, vous allez pouvoir acheter votre montre. Il y a uniquement à travers ce cappuccino que vous allez pouvoir acheter votre montre. Ça permet aussi, dans une forêt, de tailler l'écorce d'un arbre en forme de QR code et d'allouer à cet arbre-là 5 droits de vente. Cet arbre peut vendre 5 montres et les 5 premiers qui vont le scanner vont pouvoir acheter. Et moi, je sais que c'est cet arbre-là, peut-être même pas celui d'à côté, et 20% de votre achat ira à la conservation de cette forêt. C'est ce que justement permet la disruption digitale de la distribution. Ça nous permet de partir en hors-piste et de faire des trucs qui justement symbolisent le dernier hashtag que j'ai créé, que j'appelle Tiapos. Tiapos, this is a point of sale. Il faut sortir de sa tête qu'un point de vente, c'est forcément un magasin avec des gens qui vous attendent toute la journée et du stock qui dort en vitrine. C'est fini. Il faut évoluer, il faut aller maintenant beaucoup plus loin et il y a de nouvelles choses qui vous permettent de disrupter ça. Le marketing, c'était très intéressant. Maintenant, fusionnons-le avec la distribution digitale parce que ça permet des choses qui sont absolument géniales. Et je vais vous dire, qu'on le veuille ou non, ça va se faire. Donc, autant l'accompagner plutôt que le subir. J'ai fait une heure, je suis désolé, je n'arrive pas à faire moi. Parfait. S'il y a des questions, c'est via le chat. En l'occurrence, moi, je vous ai livré mon message. Oh, le fameux SwissMed. Le fameux SwissMed. Le fameux SwissMed. Alors, le fameux SwissMed. Comment vous dire? Moi qui viens de Chaux-de-Fonds et la moitié de mes potes sont dans l'horlogerie, j'ai compris quelque part les nuances du SwissMed. Vous avez très bien compris que ceux qui me suivent, si jamais sur LinkedIn, je suis assez prolixe. Le but, c'est vraiment pas de cracher dans la soupe. C'est très bien le SwissMed. Et je pense que justement, ce qui est important, c'est pas que tout soit fait en Suisse, mais c'est d'avoir le sérieux, le savoir-faire, etc., etc. Comme je vous l'ai dit de manière un petit peu ironique, les usines en Chine n'ont pas été produites que pour produire mes montres. Il y a pas mal d'autres marques que je connais très bien qui produisent dans ces mêmes usines. En général, c'est 30, 100 fois le prix de mes montres, les parties. Donc, j'ai pris le parti quelque part d'être totalement transparent, de ne pas forcément vouloir m'arrêter à ça. J'ai mes bureaux ici, je vous parle depuis Neuchâtel, toutes
les montres viennent ici. C'est un designer suisse qui a développé ça. Et puis, il y a tout le sérieux derrière, il y a le suivi, il y a le service après-vente, etc. Maintenant, je ne voulais pas justement m'arrêter au Swissmade. Comme je vous l'ai dit, et là, de nouveau, je ne me traite pas de sage et personne d'imbécile. L'expérience, ce n'est pas forcément de regarder le doigt. Est-ce que c'est Swissmade ou pas, quelque part, ce n'est pas forcément important. C'est-à-dire, ce n'est pas ma bataille. Il y en a d'autres qui la guident, qui l'amènent. Et pour moi, ce n'était pas forcément ça qui était important. Et j'irais même vous dire de manière un petit peu provocante, il faut qu'on arrête un tout petit peu aussi de taper sur les Chinois. De un, parce qu'on a bien vu ce printemps, cet hiver, que pas mal de marques étaient un petit peu empruntées contre les Chinois ont arrêté, un, de produire et deux, de consommer. Parce que alors, certaines marques se sont rattrapées en disant « Ouais, mais c'est les écrins qu'on n'arrive pas à avoir. » Bon, OK. Et puis de deux, les Chinois, c'est 90% de la croissance horlogère en 2019. Donc, c'est quand même eux qui drivent, hein, c'est 40%, c'était presque il n'y a pas longtemps une montre suisse sur deux qui était vendue aux Chinois. Donc, il faut quand même savoir, il faudrait quand même qu'on se décide une fois, très honnêtement, d'arrêter d'être hypocrite. Les Chinois, on les aime ou on ne les aime pas? Parce que c'est quand même eux qui finalement font vivre l'horlogerie suisse quand ils les achètent. Sauf que quand ils mettent une blouse blanche, oh là là, on ne les connaît plus, on ne les aime plus, là, ce n'est plus nos amis. Personnellement, moi, je n'ai pas envie d'être hypocrite. J'ai mes propres considérations par rapport à la politique, etc. De loin pas s'arrêter qu'aux Chinois. Mais il se trouve qu'ils font quand même des belles montres. Il se trouve que c'est quand même eux qui font pas mal de pièces détachées de nos montres et que si on met ma montre dans une vitrine, je pense qu'elle n'aura aucun problème de s'entretenir en mandarin avec pas mal de monde autour. Voilà le Swissmade. Pensez-vous que ce nouveau modèle de distribution direct-to-consumer peut remplacer l'ancien totalement, cohabiter avec le traditionnel? Pour une nouvelle marque, comment créer une image aussi forte que celle des marques qui fonctionnent le mieux avec un tel modèle? Alors, vous savez pourquoi les Français ont été un petit peu les derniers à adopter Internet? Pour une raison très simple, c'est parce qu'ils étaient vachement efficaces avec leur Minitel. C'est quand on est très bon dans quelque chose, quand on surfe une vague, en général, on ne chope pas celle de derrière. Donc aujourd'hui, c'est malheureusement un petit peu le problème, c'est que beaucoup de marques ont les deux pieds coulés dans le béton de la distribution traditionnelle, elles ne peuvent pas s'en affranchir et elles essaient quelque part de faire cette transition. Donc, de toute manière, bon, on va dire qu'aujourd'hui, je pense que la digue a cédé, hein, les marques commencent de vendre en direct, tout le monde est très bien conscient de ça. Les premiers qui le font, c'est ceux qui s'en foutent parce que de toute façon, ils vendent, c'est les grandes marques. Et les deuxièmes, c'est ceux qui n'ont rien à perdre, c'est ceux qui sont un petit peu au milieu, qui ont des difficultés, comme d'hab. Et moi, je pense que oui, il y a une manière d'évoluer. Maintenant, mon modèle, vous l'avez compris, est compatible avec le retail traditionnel. C'est-à-dire, je peux très bien m'entretenir avec des détaillants, leur dire, mais tu vas gagner un peu moins, sauf que dans mon système, je peux aussi faire que le coup d'après, mon client, qui du coup va devenir le concurrent d'un point de vente, quand lui va le vendre à un ami, le détaillant va gagner 5%. 4 fois 5, 20. Je lui donne 30% plus 20 égale à 50. Il retrouve la même marge. Et en plus, il a lui-même des gens qui vont les vendre pour lui sans avoir le poids, un, financier du stock et de deux, on est en garantie que quand il offre un service, ce n'est pas l'autre qui va en profiter, c'est lui. Donc oui, une marque pourrait totalement aujourd'hui dire, vous savez quoi, je vais sortir une édition limitée. Cette édition n'est valable que de cette manière, vendue que comme ça. Et ça fonctionne très bien. Maintenant, est-ce que les détaillants vont faire le pas? Ils sont prêts à faire le pas? À savoir, on va voir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que pas mal de détaillants sont prêts à essayer de nouvelles choses parce qu'il y en a pas mal qui ont le dilemme de mettre la clé sous la porte ou pas. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le modèle Zalando, ouais, c'est-à-dire vous commandez et puis vous renvoyez la montre si vous n'aimez pas. Alors, on travaille quand même avec des marges plus hautes, c'est un petit peu difficile, il ne faut pas que les montres soient rayées, il faut quand même que les gens portent, etc. C'est un petit peu difficile. Par contre, j'aurais tendance à vous dire, pour moi, le modèle Zalando met en lumière quelque chose, une incohérence qui devient criante. Le fait que aujourd'hui, un consommateur final peut commander une Omega en ligne et la retourner dans les 30 jours, c'est son droit, 14 jours, hein, droit de retour, droit de rétractation, et la marque ne va rien dire. Par contre, si un détaillant veut commander une montre à Omega parce qu'un client veut l'avoir, je dis Omega, en l'occurrence, j'en sais rien s'ils le font ou pas, en fait, en général, les marques ne laissent pas les détaillants faire. Donc, il y a comme une incohérence où
Quand c'est le client final, les marques sont d'accord, de toute façon, ils n'ont pas le choix, mais quand c'est un détaillant, en fait, elles ne le font pas. Donc, il y a peut-être quelque chose un petit peu à rétablir, un équilibre à rétablir. Rajouter de la valeur est une clé, nous dit Diana, retour à l'essentiel et être vrai dans le marketing, répondre aux besoins conscients et inconscients. Oui, effectivement. Et j'ajouterais déjà être en phase avec son client. On l'est dans le marketing, on ne l'est pas dans la vente. Et je pense que justement, c'est essentiel aujourd'hui. Moi, j'ai par exemple, je viens de recevoir une centaine de montres qui repartent directement. Je dois vous dire que même en période de Covid, c'est intéressant. Mon système a extrêmement bien fonctionné. Ce qui montre effectivement que c'est un système parallèle. Et justement, j'ai des gens qui viennent, ils me rencontrent, ils me disent c'est génial, on peut discuter avec le créateur de la montre, etc. etc. Donc, d'avoir contact avec son client final, finalement, c'est vraiment très, très bien. Et je pense que ça peut amener beaucoup de choses. Le bouche à oreille, oui, ça a toujours existé, ça ne va pas disparaître. Et justement, on fait en général confiance à ses amis. Code 41, oui, bien sûr, je connais. Je pense qu'ils ont été assez précurseurs. Peut-être qu'ils n'auraient pas forcément dû cracher dans la soupe. Ils n'avaient pas forcément besoin. Alors, c'était leur signature, un peu rebelle comme ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Ils ont fait des choses bien. Ils sont transparents sur leurs montres et ils font des très belles montres en plus. La dernière qu'ils ont fait est magnifique. Je ne peux que saluer les gens qui ont été assez précurseurs. Il faut du courage pour se lancer. Ils sont un petit peu mis à dos, des fois inutilement, mais de toute manière, quand en général on fait quelque chose, il y a pas mal de gens qui critiquent. Moi, je fais incendier sur certains blogs, c'est débile ton nom, ta façon de vendre, etc. Mais voilà, je pense que c'est toujours quand on essaie quelque chose, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord, ça va finalement avec le truc. Merci Karine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un mot sur l'avenir des smartwatches. Bon, écoutez, je vais être assez humble. Hein, j'ai pas envie d'avoir donné mon opinion sur tout. Je pense que pendant des siècles, le poignet a été le lieu d'une fonctionnalité qui était de donner l'heure. La fonction, quelque part, a disparu avec deux choses. C'est de un, effectivement, le fait qu'on a de l'heure partout, et de deux, le quartz qui a changé complètement la direction de l'horlogerie, puisque à un certain moment, les montres quartz étaient beaucoup meilleur marché et nettement plus précises. Donc finalement, l'horlogerie est devenue plus ou moins maintenant de luxe et aspirationnel, ça ne se trouve plus dans les l'heure. Et le digital permet le retour justement de la fonctionnalité au poignet. Et le poignet, c'est très intéressant parce que ça offre pas mal de choses. Non seulement c'est le lieu naturel où on peut échanger, voir. En général, c'est plutôt ce lieu-là qui serait plus naturel. Ça permet d'avoir de la santé. Je crois qu'Apple l'a très bien compris. Et surtout, ça permet, ça on ne le connaît pas, il y a Biotech à Lausanne qui avait développé ça. La signature de nos veines est comme l'iris, c'est-à-dire c'est unique. Donc, vous pouvez retrouver en fait la sécurité au poignet. Et le duo gagnant, puisque les limites évidemment de la montre, c'est le son et l'image qui sont petits. Le duo gagnant, c'est la montre avec les lunettes, puisque dans les lunettes, vous avez un champ de vision énorme, qui est plus grand que l'écran de votre ordinateur. Et ici, ça touche en fait les os, et on peut par osselet avoir le son. Donc, la lunette conjuguée à la montre, c'est l'avenir, effectivement. Je pense que ça ne va pas tarder avant que ça se développe. C'est tout ce que je pense, mais effectivement, Apple ce qu'il faut retenir, c'est que d'ici fin 2021, Apple vendra 50 millions de montres, quand peut-être nous, on en vendra plus de 10-15 millions. Donc la bataille est déjà perdue. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont l'écosystème et nous, on peut mettre des écrans. Là, pardon, j'ai un peu raté le truc. Je vous encourage à rendre visite à Thomas. José. Allez-y, en plus, j'ai du café, il est pas mal. Vous êtes les bienvenus si vous êtes dans le coin de Châtel. Le client doit être au centre du processus, absolument. Pensez pas que le produit permet néanmoins de garantir une pérennité. Oui, bien sûr, le client, le produit, c'est le problème des smartwatches d'ailleurs, en obsolescence programmée, et surtout un produit, si la personne aime le produit et surtout la marque comme il est traité, il a tendance à revenir. Et c'est l'idée de pouvoir utiliser ses clients. C'est ce que la vente directe d'ailleurs permet nettement mieux, de connaître ses clients, d'engager avec eux, de créer une relation un peu plus intime. D'où est-ce que j'expédie mes montres? Je vais vous montrer.
Les paquets, j'en ai une cinquantaine. Là, ils sont là, je fais un petit pub pour DHL en passant. Mes montres sont toutes ici à Neuchâtel. Elles reviennent toutes. Elles sont checkées une à une, individuellement, avec pas mal de checks visuels, le mouvement, on les remonte, on les observe, et puis elles partent d'ici, de Neuchâtel. Et s'il y a un problème, c'est une réparation ici dans le canton, avec des horlogers spécialistes qui font des montres à 40 000 francs, etc. etc. Voilà, tout est ici. Je suis d'Yverdon. Passez, Diana, vous êtes la bienvenue. Avec grand plaisir. Comme vous avez vu, je suis assez intéressé par le sujet. Merci beaucoup. Quel était mon apprentissage? Merci Patrick pour la question. Et les surprises les plus importantes. Alors, je dois vous dire, dans mon design, de nouveau, c'est pas le but de faire de la pub, mais vous voyez qu'en fait, je me suis compliqué la vie parce que j'ai tourné le mouvement d'une heure, ce qui a déstabilisé complètement le mouvement. Et j'ai dû ensuite le remettre droit, ce qui en termes de design n'est pas facile parce que on déteste la nature, déteste le désordre. Donc j'ai dû remettre droit le design. En fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait, comme le fait de fermer mon site internet, je me tire une balle dans le pied parce que pas mal de gens, j'aurais pu vendre 4 fois plus. J'ai vendu 600 montres jusqu'à maintenant, zéro pub, zéro investissement, lancement sur LinkedIn uniquement, comme le mentionner. Et puis du coup, en fait, je me suis pas mal mis d'obstacles. Donc, la surprise, c'était de voir finalement que mon concept qui était imaginé a bien fonctionné. Et l'apprentissage, c'est réellement de comprendre, d'être à l'écoute du consommateur final et finalement de se rendre compte que tant qu'on met le client au centre, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se gourer. Le client doit toujours être le centre d'attention d'une marque, que ce soit dans les produits, dans la qualité du produit, dans le marketing et maintenant dans la distribution. Il faut toujours avoir le client en tête. Et quand on parle de client, justement, pour les marques, de recentrer sur le consommateur final, puisque, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas le cas. Le client, pour les marques, c'était les intermédiaires, ce n'était pas le consommateur final. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je profite avant que les gens quittent de vous remercier. Là, ça fait plus d'une heure que je parle. Vous êtes encore 22 à me suivre sur les 30 de départ. C'est vraiment très, très sympa de votre part. Et de nouveau, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je trouve le sujet passionnant. Vous avez compris que pour moi, ce n'est pas une histoire ni de fric ni de créer une marque. J'insiste, ce n'est pas une marque, c'est un concept. Et c'est vraiment de réfléchir ensemble à pouvoir sortir de l'ornière l'industrie suisse. Je répète, je suis très attaché à la raison. Je pense qu'on va dans le mur. Je pense que si on continue comme on continue, honnêtement, on va au-delà de graves problèmes. Et il faut vraiment se réinventer parce que le tuyau, c'est bien, l'eau qui coule dans le tuyau, c'est bien, mais aujourd'hui, le modèle d'affaires, c'est celui qui domine le robinet. On pose toujours la question, vous connaissez tous l'adage, la première chaîne de taxis au monde ne possède pas de voiture, la première chaîne d'hôtels ne possède pas d'immeubles. Qu'est-ce que ça donne dans l'horlogerie? La plus grande marque qui ne produit ni ne possède de montres. Vous savez quoi? Il y a deux entreprises qui le font très bien. Chrono 24, 1,5 milliard de chiffre d'affaires généré. Il y a entre 7 et 9 marques qui sont des billion brands, c'est-à-dire qui font 1 milliard de chiffre d'affaires. Chrono 24 ne possède aucune montre, ne crée aucune montre et ils font 1,5 milliard de chiffre d'affaires avec les montres. Ça, c'est le nouveau modèle d'affaires. Deux, les cartes de crédit, on les oublie, nos fameuses cartes de crédit. Eux, ils se prennent 2% sur chaque transaction de montre qui est achetée en ligne. Ils ne créent aucune montre, ils ne produisent aucune montre, mais ils génèrent sur 60 milliards. Ils doivent se faire 1,2, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est ça qui est vraiment très, très important aujourd'hui, c'est de comprendre, et c'est là où en Suisse, à mon avis, à mon humble avis, on se plante complètement. C'est-à-dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est celui qui maîtrise le robinet qui va un jour décider si oui ou non vous allez vendre. Là, on entre nous, je pose une petite question que j'aurais dû vous poser au début. C'est un peu scabreux, mais je vous la pose quand même, au moins ça sera clair. Comment allez-vous? Quand vous posez cette question à quelqu'un, comment allez-vous? Est-ce que vous savez quelle question vous posez? Historiquement, ça date de la médecine moderne, des débuts de la médecine moderne sous Louis XVI, où les pauvres docteurs de Louis XVI devaient aller scruter les excréments du roi. La vraie question, c'est comment allez-vous à selle? Et on ne parle pas de selle de cheval. Et là, du coup, en fait,
le fait que ça allait bien, que ça coulait bien, finalement, était une preuve de bonne santé. Et finalement, quand vous réfléchissez, parce qu'avant, je vous ai prévenu, en fait, la manière dont on libère ces stocks, c'est la preuve de bonne santé. Et quand on pose la question à une marque horlogère, comment ça va, comment allez-vous, en fait, on ne lui pose pas autre chose que la même question, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va libérer ses stocks. Pourquoi? Parce que la constipation, ben, c'est vraiment pas très très bon. Donc, permettre la libération des stocks, c'est la clé, c'est ce qui génère le profit. Parce qu'avant qu'une montre soit vendue, c'est le summum de vos investissements. C'est toxique. Quand vous allez vendre, vous allez retourner tout ça. Finalement, c'est la pierre philosophale, hein, en or, c'est-à-dire vous allez gagner de l'argent. Donc, celui qui maîtrise ce processus, c'est celui qui demain va tout contrôler. Ce n'est pas pour rien que je développe ma propre app. C'est le coup d'après, justement, c'est de pouvoir contrôler, de maîtriser cette nouvelle manière de vendre. Et aujourd'hui, on laisse aux GAFA, on laisse aux grands groupes Amazon, Chrono24, etc. Il n'y en a pas un qui est suisse, c'est eux qui vont. Adrienne. C'est eux qui maîtrisent. Parce que quand vous avez mis dans les mains de ces principaux, des JD.com et des Tmall aujourd'hui en Chine, ils drivent énormément de trafic, de vente des grandes marques horlogères. Le jour où JD va vous dire, sur injonction du gouvernement chinois, on ferme la main, eh ben c'est fini. Et dans les mains, vous savez ce qu'il y a? Bon, vous avez deviné. Et ça peut faire mal. Donc, je pense que c'est très, très important de comprendre aujourd'hui que le modèle d'affaires, et c'est là pour ça que quelque part, j'aurais envie de vous dire, le débat n'est pas Swiss made, pas Swiss made, c'est presque un tout petit peu secondaire. Le modèle d'affaires aujourd'hui, c'est pas de produire un troisième tourbillon, c'est pas de produire la prochaine montre avec des super matériaux, etc. Ça, c'est très bien, les magazines en raffolent. Le modèle d'affaires aujourd'hui, c'est de maîtriser le canal de distribution. Le défi aujourd'hui, le prochain défi est celui qui va gagner, celui qui va faire 200 millions, c'est celui qui aura compris comment maîtriser les nouveaux canaux de distribution qui sont offerts grâce au digital. Ça change tout, ça change l'équation et ça change toutes les possibilités. Thomas, je crois qu'on va Je conclure. crois qu'on va arrêter là. Moi, Parce que malheureusement, on doit mettre un terme à cette très intéressante présentation. Je vois des questions que ça a été très apprécié. Donc, merci déjà pour ta passion. Ça se voit que déjà, tu adores en parler. Hein, et... On va un peu, désolé pour le temps. Non, c'est plaisir à voir. Donc, si vous avez des questions, vous me contactez via LinkedIn. Mon adresse, c'est thomas@bio.ch pour un email, si jamais. Et puis voilà, je suis toujours très ouvert et mon café est excellent. Merci beaucoup, Douglas. Merci à tout le monde. Pour les participants, ce serait génial si vous pouvez répondre au formulaire de satisfaction en utilisant le lien indiqué ou tout simplement en scannant le QR code. Et sinon, vous pouvez tout simplement suivre l'actualité du IFJ pour participer à nos prochains Starting Pulse. Nous essayons toujours d'exposer différents types de thématiques afin de vous aider aussi à développer votre entreprise par la suite. Et je pense que la présentation d'aujourd'hui a été assez eye-opener, hein? Si je reprends le commentaire de Patrick. Top. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci de votre présence. Et la prochaine aura lieu dans un petit moment, le 3 septembre, à Lausanne, à la Chambre du commerce. Comment créer une entreprise avec 5 000 francs. Ça vous permettra d'avoir une vision peut-être un peu différente cette fois-ci par rapport au lancement d'une entreprise. Donc, merci à vous. Merci. Bonne soirée. Et donc, vous pourrez la re-regarder par la suite. Merci à toi, Thomas, et une excellente soirée. Au revoir.